l'exposition collective d'été, c'est toujours un moment, une petite parenthèse dans l'année. C'est la récréation avant les vacances. Ce sont essentiellement des artistes de la région et des artistes belges. Donc c'est ce qui va les relier essentiellement. L'idée, c'est d'amener une forme de légèreté, de la couleur, mais aussi de la poésie, de l'onirisme et surtout présenter des expressions artistiques très différentes, mais réussir à créer des passerelles entre chaque artiste. Jacques de Cobec, que vous voyez ici au mur, a eu son exposition personnelle au mois de mai. C'était la première fois que je le présentais. Donc j'ai vraiment gardé de lui une sélection assez riche des œuvres que j'avais présentées en mai, et j'ai refait en partie centrale vraiment pour le mettre à l'honneur avec le sculpteur que vous verrez juste après, Jean-Paul Boll. Autour d'eux, j'ai articulé un certain nombre d'espaces avec des artistes différents. Géry Sprit, que vous verrez tout à l'heure, qui peint essentiellement des marines de Bretagne, fait l'exposition du mois de janvier. Hélène, j'avais présenté l'automne dernier, il y a quasiment un an, toute sa série des mandalas humains. Là, je me suis focalisée sur la série du fil de la vie. Joël Sadon, c'est un artiste permanent de la galerie. Tout comme Sophie Verger, qui est dans la vitrine avec ses sculptures animalières que je suis depuis 15 ans et que j'emmène depuis très longtemps en foire en France et à l'étranger. Donc l'idée, c'était de rassembler tout ce petit monde et que chacun ait son espace et puisse vivre tout en laissant, comme vous allez pouvoir le remarquer, une galerie qui est très ouverte, très peu cloisonnée. J'ai envie de fluidité, j'ai envie vraiment que les gens puissent passer d'un univers à l'autre sans être gênés. J'ai toujours eu envie que la galerie, ça soit un espace ouvert, un espace qui ne soit pas élitiste, dans le sens où je veux que les gens osent entrer, quelle que soit leur culture artistique, qu'ils poussent la porte et qu'ils découvrent et qu'ils se laissent surprendre par l'art, parce que on est quand même des souffleurs de rêve. Vraiment, ce que j'attends de mon travail, c'est un trait d'union de l'humain à l'humain et que mon travail puisse leur faire autant de bien qu'il m'a fait du bien quand je l'ai créé. Qu'ils fassent une balade mentale et qu'ils en ressortent avec des étoiles plein les yeux. Je vais me servir de l'expérience collective populaire pour, évidemment, moi, avec mes émotions, en extraire ce qui me semble vraiment l'essentiel et qui peut aider les autres, et de mettre tout ça en image, en fait. Ça peut être, je vais lire quelque chose, ça retient mon attention, donc je vais le noter. J'ai déjà un dessin qui est prêt, je les associe, ou je vais créer le dessin par rapport à ça. Ça peut être une personne aussi que je vais rencontrer, avec qui je vais avoir une discussion et qui, du coup, va me citer une phrase, parce que c'est quand même très culturel en France. Donc il n'y a pas vraiment de logique au niveau de comment la phrase m'arrive. Elle m'arrive à un moment donné, et alors parfois elle me semble juste et je vais la noter et je vais mettre énormément de temps à trouver le dessin qui va avec. Ou alors c'est un peu comme une pulsion créative, je sais déjà ce qu'il faut que je fasse pour la mettre en image et en vie. En tout cas. J'aime beaucoup ce tableau parce que voilà, on dit normalement pour le meilleur et pour le pire. Et moi, j'en ai fait pour le meilleur et pour le rire. Je me suis mariée il y a quelques années et c'était la phrase de mon faire-part de mariage. Et je me suis dit, cette cité-là, elle est vraiment bonne, il faut que je puisse l'illustrer avec un groupe de personnages joyeux. Et c'est ce qu'on souhaite tous, quoi, pour le meilleur et pour le rire dans la vie. Je pense qu'en tant qu'artiste, on aime développer un univers au maximum et arriver à la 3D, c'était finalement assez naturel. Et puis cet esprit un petit peu enfantin aussi de pouvoir toucher les choses. Dans l'esprit de mon personnage qui s'est sauvé du cadre, j'ai voulu créer des sculptures que j'ai appelées les voyageurs. C'est pour ça qu'ils ont des petites ailes, parce que ça les aide à se sauver. Ils ne sont pas porteurs de texte, parce que dans l'idée où mes dessins justement mettent en avant des expériences, là, eux, ils vivent leurs propres expériences, donc ils ne portent pas de texte. Ce virage graphique, il est dans la logique de l'évolution de la collection, que je travaille depuis 13 ans. La collection, c'est au fil de la vie pour en tracer l'essentiel, donc j'ai voulu faire encore plus d'essentiel. Donc il y a un peu moins de texte, mais c'est du texte qui est essentiel.
Et voilà, le personnage il fusionne vraiment avec son environnement. Bon, bah, c'est très contemporain, hein. Et ce côté très épuré que j'avais avant, avec juste les couleurs noires, rouges sur fond blanc, j'ai voulu amener encore plus de vie, de joie, en y incorporant de la couleur et vraiment un graphisme qui se crée au fur et à mesure où je vais créer le dessin ou la peinture. Bah, ce qui m'enrichit, le fait d'être dans une exposition collective, c'est justement de pouvoir mélanger toutes ces émotions, tous ces ressentis, tous ces regards différents. Et moi, je me sens assez proche des œuvres de Joël Sadone que vous pouvez voir ici. Si je fais le parallèle avec mon travail, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aussi, c'est de capter les pensées et des paroles importantes des gens et puis de les mettre en lumière. Sa démarche, c'est de justement reprendre des objets qui sont voués à être jetés. Et il va démonter du matériel informatique, électronique, et il va en extraire des choses pour créer ses sculptures. En fait, je fais des objets avec des objets qui sont détruits et essayer de leur redonner un petit peu un élément de vie, essayer de retirer un petit peu leur âme et puis leur faire raconter des histoires, enfin d'autres histoires. En général, il n'y a pas de présence humaine dans ce que je fais. L'humain, il n'y a pas de personnage qui pourrait donner éventuellement une échelle. Je pars du principe que l'humain, c'est la personne qui va regarder ces différentes œuvres et qui va se projeter dans ces éléments, dans ces œuvres. Elles fonctionnent un petit peu comme des vecteurs d'imaginaire, en fait. On peut essayer de s'imaginer sa propre histoire. On essaye d'escalader une tour ou d'aller dans un poste de pilotage ou des choses comme ça. Ça, c'est la dernière série sur laquelle j'ai travaillé. C'est parti un petit peu sur un gag. J'ai récupéré des saucières de cuisine que j'ai glanées un petit peu partout dans les vides-greniers. Et ça me faisait penser, enfin la forme de la coque me faisait penser vraiment à un bateau, parce que j'ai un autre thème sur les bateaux, sur les bateaux en coque béton que j'avais appelé les plus lourds que l'eau. Toujours un petit côté gag aussi. Donc j'ai décidé de faire toute cette série. Alors c'était assez amusant parce que je voulais garder le côté très fin de la porcelaine, le côté un petit peu kitsch et un petit peu ancien, et rajouter dessus des éléments un peu high-tech, enfin high-tech de poubelle, c'est-à-dire c'est toutes des choses qui étaient un peu jetées, donc des restes d'informatique, d'électronique, d'électroportatif, qui recomposaient un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'accastillage du bateau, avec un côté donc très rouillé, très ancien, très abîmé, et le contraste entre les deux m'intéressait. Il y avait quelque chose d'assez rigolo là-dessus aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le recouvrement dans la totalité. C'est le fait de recouvrir toute la surface, recouvrir la totalité des surfaces. Donc, plus ou moins ludique, ça peut être sur des formes de sculpture ou sur des aplats comme les tableaux. Il n'y a que l'œuvre qui fait la frontière, en fait. Si je pouvais avoir des dimensions complètement libres, c'est-à-dire sans arrêt, sans frontières, ça serait l'idéal, ça serait une œuvre ininterrompue, quelque chose d'infini. Moi, c'est pas vraiment sur l'influence de la composition que l'architecture m'a aidé, mais sur les mouvements. Je suis très inspiré par le mouvement minimaliste, épuré. Donc bien que mes œuvres soient hyper colorées, en fait, c'est toujours la même répétition. C'est une frénésie, un acte frénétique, mais qui est toujours le même. Et c'est justement ça que je recherche. C'est avec l'accumulation, la multiplicité des couleurs, arriver à avoir quelque chose de hyper neutre et pouvoir justement allier les deux. C'est ça ma recherche, c'est pour ça que c'est jamais abouti pour moi et qu'il faut que je recommence, que je trouve une nouvelle composition avec un mélange de couleurs. Moi je suis né dans les années 70, donc à l'école c'était l'étude du minimalisme, surtout l'esprit japonais. Alors que dans le minimalisme, on parle souvent de noir, blanc et gris, mais pour moi dans la réalisation linéaire, pure, sans couleur, c'est la même démarche. C'est vraiment l'approche de la galeriste qui sent les choses et qui pense que certaines œuvres peuvent être alliées à d'autres et qui crée justement cet univers. Même si c'est des travaux qui sont opposés, contradictoires, dans un autre style, mais je pense qu'elle sent justement et les contraires peuvent s'attirer. Ça donne une dynamique à l'exposition, un panel assez large. Et moi, le but des expositions collectives, en fait, c'est la rencontre avec les autres artistes. Tout d'abord, ce sont des photogravures. Ce sont des petits formats qui font 10 cm sur 5. Habituellement,
j'ai un travail qui est fait en photo numérique, où j'ai plutôt l'habitude de faire des très grands formats, 1,50 m, 2 mètres, etc. Mais depuis quelque temps, j'ai voulu réexplorer les origines de la photo en ressortant des appareils photo argentiques, en redéveloppant des négatifs, et je me suis posé la question à savoir comment restituer ces photos. Si c'est pour les imprimer comme une photo numérique, c'était pas utile. Donc j'ai cherché différentes techniques et la photogravure m'a rapidement séduit. Il y a un vrai travail de production. En 2 mots, il s'agit de transférer sur une plaque une photographie à la manière d'une gravure, donc par des procédés d'insolation et de prise de lumière. Et l'idée n'était pas non plus d'aller vers des très grandes choses, mais plutôt de travailler sur des séries. Ici, à la galerie, je présente une série sur la Villa Cavrois en 9 gravures. Donc plutôt que de présenter une grande photo de la Villa Cavrois, j'ai 9 petits extraits, 9 morceaux choisis qui vont raconter chacun un élément architectural de la villa. Étant architecte de formation, de base, l'architecture et la ville sont des sujets qui pour moi ont été très importants pendant des années. Et en effet, la Villa Cavrois, en plus on a la chance d'avoir ce joyau à quelques kilomètres de chez nous, donc pourquoi s'en priver? En plus c'est un terrain de jeu photographique assez extraordinaire, donc voilà, c'est d'abord beaucoup de plaisir. Les gravures de la Villa Cavrois, je les propose en coffret. J'ai produit 10 coffrets, chacun reprenant les 9 gravures, avec un petit texte explicatif. Jacques de Cobec, c'est un artiste tournésien qui a vraiment fait toute sa carrière dans la communication visuelle. Dans ses œuvres, on retrouve tout ça. On retrouve des silhouettes qui sont assez singulières, très systématiquement, des tables, des échelles, des arbres, des racines. Tout ça mis à plat sur une toile et qui permet aux visiteurs et aux spectateurs de ricocher, de regarder sans forcément comprendre ce qui peut sembler absurde. Mais c'est tout ce montage absurde qui donne du sens à la toile. Quand on regarde ça de près, on voit les aplats, les choses qui apparaissent et une tonicité des couleurs et vraiment un travail qui peut sembler très simple, des silhouettes très basiques, mais qui permet à chacun de s'interroger du sens de la vie devant le tableau. Alors Jean-Paul Boll, qui faisait aussi partie de l'exposition du mois de mai, sculpteur et architecte belge, de Tournai également, un jeune homme de 83 ans. Là, s'il y a une sculpture qui a beaucoup plu dans l'expo, c'est celle-ci, qui est très pure, qui a une ligne magnifique et une ombre portée qui l'est encore plus. C'est vrai que dans la sculpture, l'ombre a toujours une grande importance. La particularité de Jean-Paul, c'est qu'il a tout fait lui-même, il fond lui-même et il pense la sculpture avec le socle. Donc il avait sa propre fonderie chez lui et rien que pour ça, c'est assez impressionnant. Et puis comme vous le voyez, cette ligne très pure et cet équilibre qui est apporté vraiment juste sur le bout de l'oiseau qui est prêt à s'envoler. Marc de Cort, artiste belge flamand, avec lequel je travaille depuis 5 ans, qui a une petite cinquantaine d'années et qui, lui, est vraiment dans le monde de l'esthétisme, de la délicatesse, du néoclassicisme dans ses sculptures, avec des poses de gymnastes et de danseuses extraordinaires, des équilibres incroyables. Vous avez le P de Patience. Jerry Sprit fait partie des anciens de la galerie. Je travaille avec lui depuis un peu plus de 25 ans. Un artiste marquois qui aime nous mettre du sel sur les lèvres avec ses paysages de Bretagne. Donc peinture à l'huile tout en transparence mais en force. C'est vrai qu'il retranscrit bien la lumière, le vent, l'eau, enfin l'ambiance qu'on peut trouver en Bretagne. Béatrice Cols, c'est une artiste belge avec laquelle je travaille depuis peu de temps, depuis 3 ans. Je l'avais rencontrée sur une foire que je fais depuis quelques années, Antique à Namur. Moi, j'ai été séduite par son univers. Elle représente essentiellement des petites filles. De temps en temps, on a des petits garçons. Mais elle a toujours cette jolie recherche de silhouettes, de visages très doux, de grande pureté que sont les enfants dans des positions de jeu ou de méditation ou d'observation qui sont vraiment
pleine de douceur. Et elle rencontre un vrai succès dans la galerie parce que les gens sont très touchés par cet univers. Sophie Verger est une artiste de l'Oise avec laquelle je travaille depuis une petite quinzaine d'années, que j'ai beaucoup emmenée en foire et en galerie. C'est vraiment on dirait l'artiste phare de la galerie depuis 15 ans, qui a un travail de sculptrice sur bronze où elle mélange l'adulte animal avec l'enfant. Enfant, animal ou humain d'ailleurs. Là, vous n'avez que des sculptures avec des animaux, mais parfois vous voyez apparaître un petit garçon ou une petite fille. C'est vraiment une artiste qui a envie de donner un message universel, de jeu, de transmission, de complicité entre l'adulte et l'enfant, à travers toutes ces sculptures qui sont souvent joyeuses, improbables mais tellement évidentes. Donc l'exposition collective se tient jusqu'au dimanche 27 juillet. Quelques petites précisions techniques pour être sûr que vous veniez aux horaires d'ouverture, puisque la galerie est en horaire un petit peu réduit pendant le mois de juillet. Je suis ouverte du jeudi au dimanche, de 14h30 à 18h30. Centre du village artisanal, puisque vous découvrirez que la galerie s'inscrit dans un village artisanal qui est le Septentrion, qui est à la limite de Marcq-en-Barœul et de Bondues. Donc pas de difficulté pour vous garer. L'impression d'arriver dans une bulle de verdure et à la campagne pour commencer à se mettre en vacances. Tout ce que vous voyez dans la galerie est à vendre et je dirais privilège de l'expo collective d'été, vous pourrez repartir avec les œuvres immédiatement. En général, on les laisse jusqu'à la fin de l'exposition. Mais ça, c'est le privilège du mois de juillet. Vous pouvez me retrouver sur le site www.galerieseptentrion.com ou sur la page Facebook ou sur la page Instagram. Et dernière précision, nous prendrons quelques vacances entre le 28 juillet et le 28 août pour aller, pourquoi pas, à Coxyde, place de l'Horloge, voir si l'œuvre d'Henri Sarlat est toujours fidèle à la réalité, mais bon, il me semble avoir un petit indice, c'était Coxyde dans les années 60. Ça a un petit peu changé.